Un autre chapitre un peu plus loin dans le roman, Noirceur des heures. Je m'éveille en pleine nuit, rivé au lit dans la pesanteur inerte de ma carcasse, enroulé dans les draps jusqu'à subir autour de mes jambes l'étau des étoffes. Je m'éveille brusquement, sans aucune raison, comme hors de moi et prisonnier de mon corps, un être lourd et grossier, une monstrueuse machine de chair incapable. Mon esprit, à la recherche d'un sommeil tronqué, agace mes nerfs tendus et soudain propulsés dans des gestes violents. Je me tourne et me retourne encore, l'insomnie est là. Derrière elle se cache une autre douleur. Peut-être ne dois-je pas aller chercher plus loin les raisons de mon réveil malheureux. Mes reins sont de plomb. Je ressens leur poids dans mon dos. Je reconnais les signes précurseurs d'une caillasse problématique. Je me lève titubant dans le noir, mes orteils rencontrent le froid du carrelage, je vacille sur mes jambes comme un vieillard, je me suis mis en quête d'une bouteille d'eau bien que je sache qu'il est peut-être trop tard pour boire à présent. J'ai beau le savoir, mon manque d'amitié pour l'eau pourrait finir par m'être fatal un jour ou l'autre. Je n'ai jamais soif. J'ai soif quand il n'est déjà plus temps de le ressentir. J'ai soif quand je suis au bord du dessèchement. Alors je me vide 1 litre en quelques minutes, j'attaque au marteau-pilon liquide mes petits calculs déjà bien gras et bien replets. Ils se font une joie de voyager entre mes reins et ma vessie, de s'y bloquer, de s'y enflammer, de me faire promettre de boire davantage. Promis, promis, juré, hurlé, rien n'y fait. Hôpital, sonde, gratouillis par voie naturelle, bonheur médical. Tout seul dans ce lit que je vais probablement maudire et cogner d'ici quelques minutes, je ne tarderai plus à jouer les malades. Il n'y a pas de Camille avec moi pour me rassurer. Il n'y a que moi. Et le chat qui ne comprend pas. Le chat dort, ou du moins s'y efforce. Mon insomnie visiblement le dérange. Elle devrait pourtant comprendre cette bête et compatir. Le hasard veut qu'elle aussi ait connu les affres des calculs rénaux. Mais peut-être ne suis-je que la proie de mon angoisse. Mon corps a déjà amplifié les douleurs au milieu de la nuit, quand il ne s'agissait que de vagues agacements nerveux sans conséquence. Le meilleur remède à l'insomnie, finalement, c'est de ne pas s'acharner à vouloir dormir. Pareillement, le meilleur remède à la douleur, c'est d'arrêter de mettre les doigts dans la plaie. Voici ma médecine la plus douce, le temps et une bouteille d'eau. Attendre de voir si la crise va réellement se déclencher, et dans ce cas plus d'insomnie, ou s'il ne s'est agi que d'une alerte. Soudain, la sonnette de ma porte retentit. Il est 5 heures du matin. Je pense à l'une de ces hallucinations que me réserve parfois le demi-sommeil, bien que je me sente à présent tout à fait réveillé. Mais le suis-je? Je m'interroge sur la signification de ce rêve de sonnerie, fruit d'une crainte, le percepteur, le banquier, l'huissier, le croque-mort, la soubrette en chaleur, le fou, le Vosgien, Gigi, sous, ou d'un désir. S. Je suis éveillé. Combien de temps s'est-il écoulé depuis que j'ai entendu la sonnerie violente de ma porte? Je suis prêt à me rendormir. Le chat miaule, affamé ou inquiet de mon réveil. Je me retourne sur mon lit, je lui dis de se taire, que la croquette attendra. Et soudain, j'entends un autre son. On a renoncé à ce bruyant drelin et l'on gratte subrepticement à ma porte. Il ne s'agit plus d'un rêve à présent, et en l'espace d'un instant, je comprends avec soulagement que je me suis précédemment réellement endormi et du sommeil du juste. La douleur est passée, elle m'a laissé en paix, je ne finirai pas ma semaine à l'hôpital. Une chose est certaine cependant, on gratte avec impatience à ma porte. J'enfile un caleçon et me dirige vers le verrou. J'ouvre. Il est là, devant moi.
dans le couloir qu'il a préféré laisser dans l'ombre. S est là devant ma porte. Il a usé ses ongles sur le bois. Je ne trouve rien à dire. Il sourit, généreux, ravi du coup qu'il me joue, gamin facétieux et amusé de mon visage éberlué, de ma stature vacillante d'homme encore enfoui dans le rêve. Il dit « Je te vois enfin au réveil, mon terrible crève-cœur. » Je ne crois toujours pas à sa présence. Je penserais plus volontiers que l'ombre environnante me fait voir ce qu'il n'y a pas à voir. Mais à présent, S, ou son fantôme vivace, se dirige vers moi. Et ses mains, que mon rêve ne saurait reproduire avec autant d'exactitude, dans leur chaleur et dans leur soie, ses mains se sont posées sur mon épaule et sur ma hanche. Il me pousse et referme du pied la porte derrière lui. Je comprends à présent pour quelle raison j'ai si mal dormi. Ce n'était que lui, son projet, son approche, son arrivée, mon impatience. S. S est ma délivrance. Je plonge alors, avec cette présence effective de S, dans le monde du regard, comme on le dit des explorateurs de fonds marins dans le monde du silence. Regard sur le visage de l'autre, regard tactile sous la paume de l'autre, regard olfactif qui vérifie son identité épidermique, regard du jouir de l'autre, aussi familier que mon propre regard dans un miroir. Et moi qui ai lutté cette nuit contre la douleur, contre la maladie qui est synonyme à plus ou moins long terme de mort, je souhaiterais mourir, réellement, intimement, plutôt que de voir cette étreinte s'achever. Je souhaiterais mourir à l'instant même, tant que j'en ai le courage, tant sa chaleur m'inonde, tant que je ressens cet amour contre moi, mourir maintenant. Dans mes bras, S ressent-il la même chose, lui qui me broie, qui me respire à grandes bouffées impatientes, qui me dit « Ne me lâche pas, ne me lâche pas. Je suis prêt à tout, même à renier ce que j'aime pour que tu me gardes. Je serai prêt à adorer ce que je déteste, pourvu que tu me gardes contre toi, garçon. » Dans ces paroles, j'entends sa voix en écho, dans le combiné du téléphone, sa voix qui disait « Je vais bientôt venir, tu sais. » Cette voix ne mentait donc pas. Quelle que soit la raison de sa présence dans mes bras de si tôt matin, sa voix savait que le temps se déroulait et travaillait à notre étreinte. Sa voix omnisciente exigeait alors de moi une confiance que j'étais presque enclin à lui refuser par lassitude, par désespoir. Le sens de ses paroles m'apparaît enfin. Et quoi de plus naturel que je ne puisse mieux me figurer sa présence qu'en respirant l'odeur de son corps. Le prétexte, le pourquoi, je l'apprendrai plus tard. Dans l'immédiat, je traverse un pays qui nous est réservé, dont je ne dévoilerai pas l'accès, car le promeneur ou le curieux s'y verrait damné. Notre contrée est peuplée de cerbères et truffée de pièges amoureux. Nous y avons sculpté des géants de sable et de taillis pour effrayer les importuns. Les animaux mythiques de nos forêts tranchent d'un coup de canine la main du voleur d'amour. Les ronces perverses cultivées dans le secret de l'alcôve ont pour ordre de percer tous les yeux qui viendraient nous surprendre. Je me tais, donc, pour votre sécurité.